Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le lundi 14 juillet et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord un écran noir pour Thierry Ardisson. Il est mort après une carrière faite de provocations et de coups de génie médiatique. Vous verrez les consignes qu'il avait laissées pour son départ. Il n'était pas allé bien loin. Le détenu évadé dans un sac a été retrouvé près de Lyon après 2 jours de cavale. Nous vous dirons quelles sont les procédures qui n'ont pas été respectées. Où François Bayrou va-t-il trouver 40 milliards d'euros? Il le dira demain. Parmi les pistes, la suppression d'un jour férié. Oui, mais lequel? Nous vous avons posé la question. Et puis un groupe qui enchaîne les tubes avec des millions d'écoutes, sauf qu'il a été créé par intelligence artificielle. Vous ferez votre avis sur la qualité des chansons. Il était l'homme en noir de la télé, mais aujourd'hui, c'est la télé qui porte le deuil. Thierry Ardisson nous a quittés, victime d'un cancer foudroyant à 76 ans. Il a notamment marqué l'histoire de cette chaîne, France 2, avec Tout le monde en parle. Il aura aussi été le producteur de sa propre sortie. Il avait tout prévu, comme nous le montrent Peggy Moget, Stéphanie Desjars et Thomas Guéry. À la télé, il a ébloui nos nuits blanches. Chers amis, chers ennemis, Thierry Ardisson, le noctambule, l'agitateur du PAF. amis du samedi soir. Un surnom, l'homme en noir, une marque de fabrique, la provocation. Est-ce que tu vas vendre de la drogue à la sortie des écoles? À qui? Aux autres enfants? Ah oui, pour que tes enfants puissent survivre. Dans les années 80, il n'est encore qu'un publicitaire, inventeur du spot en 8 secondes top chrono. Quand c'est trop fécond. Le chaussé au moine. Hugo Maltine, c'est de la dynamique. Ce sont surtout les codes de l'interview qu'il va dynamiter. Dans ses premières émissions, on fume, on boit, on parle, sans filtre. Si t'étais un nazi, tu serais quoi comme nazi? Elle est bonne celle-là. Thierry Ardisson ou le chic de l'impertinence. Ce qui caractérisait le plus Thierry Ardisson, c'est la liberté. C'est-à-dire, je veux des émissions, d'abord où il se passe quelque chose, et en général, il se passe toujours quelque chose quand il règne une liberté dans les émissions. Sur le plateau, il a l'art de chauffer l'ambiance ou la refroidir. Il y a les départs tonitruants comme cette actrice choquée d'être interrogée sur son père. Et pourtant, même les plus grands de ce monde viennent se confesser sur leur enfance, la drogue et même le sexe. Et sucer, c'est trompé? Pardon? Sucer, c'est trompé? Non plus. Non plus, bravo. On m'a dit, il ne faut pas parler à Édouard Balladur de ses origines turques. Vous êtes un travailleur immigré. Oui, si on peut. Des shows hyper produits, maîtrisés à l'image de sa fin de vie. Pour lui rendre hommage, Thierry Ardisson n'a autorisé qu'une poignée de personnalités à parler à la presse, comme son acolyte Laurent Baffy, toujours dans l'insolence. Non mais moi j'étais sidéré par la, entre guillemets, la programmation de son départ, un 14 juillet. C'est pour un monarchiste, c'est incroyable. Il a vraiment, je pensais pas dire ça un jour. Il a vraiment réussi sa mort et c'est pas une page qui se tourne. Pour moi, c'est un mur qui s'écroule et un mur porteur. Magnéto Serge. En 40 ans de carrière, l'animateur a inventé plus d'une vingtaine de concepts d'émissions. Infatigable créateur qui confiait ne pas avoir vu ses enfants grandir. Mais ils m'en veulent pas, il paraît. Non, mais j'ai tout sacrifié à ma carrière, c'est clair. C'est vrai qu'il faut dire la vérité. J'avais une telle revanche à prendre sur la vie. Je suis arrivé à Paris, j'avais 50 balles, je connaissais personne. Je voulais réussir. Il aimait la transgression, il aimait la provocation, mais sur les dernières années, j'ai pu découvrir aussi un homme ultra sensible aux choses, très tendre et très amoureux de sa femme. Sa dernière compagne, la journaliste Audrey Crespo-Mara, présente à ses côtés jusqu'au dernier souffle. Selon elle, Thierry Ardisson est parti comme il a vécu, en homme libre et courageux. Et justement, ce soir, nous pensons évidemment à sa famille et notamment à sa femme, Audrey Crespo-Mara. La cavale est déjà terminée pour le détenu qui s'était évadé dans un sac. Il a été rattrapé tôt ce matin alors qu'il sortait d'une cave près de Lyon, à quelques kilomètres seulement de la prison dont il avait pu s'échapper, à l'aide d'un co-détenu qui lui court toujours. Juliette Poissonnier, Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin nous racontent l'épilogue de cette traque. Il est 6 heures ce matin lorsque ses habitants assistent à son arrestation. Eliazid A, évadé de prison et activement recherché, vient d'être interpellé à la sortie d'une cave dans ce quartier de Satonécan près de Lyon. Je suis
passé sur mon balcon et d'un coup j'ai vu des hommes courir après un autre. Ils l'ont plaqué par terre. D'un coup ils l'ont levé. J'entendais c'est quoi l'histoire du sac? Ça a été rapide, en 5 minutes. Ils l'ont attrapé apparemment, ouais. Donc s'ils l'ont attrapé, ça y est, tant mieux. Le détenu de 20 ans a été arrêté dans cette rue, à une trentaine de kilomètres seulement de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, dont il s'était évadé il y a 3 jours. Comment cet homme, en détention provisoire pour meurtre en bande organisée et infraction à la législation sur les armes, a-t-il pu échapper à toute surveillance? L'administration pénitentiaire reconnaît une accumulation de défaillances. Vendredi matin, l'homme d'1,72 m se glisse dans le sac de linge de l'un de ses compagnons de cellule qui devait être libéré. Ce dernier transporte le tout sur un chariot. Vient alors le passage obligatoire au greffe. Le détenu libéré récupère des affaires, signe des papiers. À cette étape, son sac a-t-il été fouillé comme il aurait dû l'être? Les surveillants ont-ils manqué de vigilance? Le détenu traverse ensuite plusieurs sas de sécurité. Il est filmé, mais pas forcément accompagné d'un gardien. Il s'agit d'une maison d'arrêt moderne qui dispose donc d'outils de vidéosurveillance et surtout d'ouverture à distance des portes de la prison. Et donc une personne détenue peut être amenée à traverser plusieurs bâtiments sans forcément croiser un surveillant. Plus surprenant encore, aucun surveillant pénitentiaire ne va remarquer l'absence du fugitif pendant plus de 24 heures. Rien d'étonnant selon les syndicats pénitentiaires dans cette prison remplie à 170%. Entre la surpopulation et les manques d'effectifs, les agents sont surmenés, la vigilance est moins accrue et ça permet finalement des failles. Ce soir, le complice d'Eliazid A est toujours recherché. L'armée française est prête au combat avec ses troupes au sol, ses avions Rafale ou ses hélicoptères Gazelle. C'est le message qu'elle a voulu envoyer lors du traditionnel défilé du 14 juillet en affichant sa capacité à déployer des milliers d'hommes en seulement quelques jours. On regarde les images fortes avec Valérie Lerouge, Valentin Thibier et Guillaume Marc. Montrer une armée prête au combat, consigne de ce défilé dans un contexte géopolitique menaçant. À la parade, les chars Leclerc, fleurons de l'artillerie française, des batteries lance-missiles, des drones et 5600 militaires au sol devant des spectateurs arrivés tôt pour être bien placés. C'est très impressionnant. Je suis fier que mon pays puisse construire ça et ait une capacité de se défendre et de rayonner comme ça dans le monde. Une capacité dans les airs aussi. Avec le défilé d'une 60aine d'avions, dont les Rafales, de 34 hélicoptères et le traditionnel passage de la patrouille de France. Mais c'est une puissance militaire en trompe-l'œil. L'armée reste sous-équipée en cas de conflit, d'où l'annonce du chef de l'État d'augmenter le budget de 3,5 milliards d'euros l'an prochain pour renforcer les stocks de munitions ou acquérir des drones. Malheureusement, cette paix ne peut se défendre qu'en faisant en sorte d'être fort. Pour être précis, nous ne sommes pas martiaux, on veut tout simplement défendre notre liberté, nos valeurs contre les différentes menaces qui existent. En 10 ans, le budget de la défense aura doublé, un effort soutenu par la plupart des spectateurs du défilé. C'est important pour la paix, c'est important parce qu'il y a certains dictateurs qui ne comprennent que le rapport de force. C'est sûr qu'il ne faut pas couper des endroits où il y a besoin, notamment l'éducation et notamment l'écologie aussi. Et donc il faut arriver à faire mieux répartir chez tout le monde. Invité d'honneur cette année, l'Indonésie et ses militaires coiffés de têtes de tigre ou de requin. Le défilé s'est achevé en bleu et sur la Marseillaise, chantée par de jeunes volontaires du service civique et des cadets de la gendarmerie pour célébrer les 100 ans du Bleuet, emblème de soutien aux anciens combattants. Et on vient de le voir, un défilé haut en couleur où l'armée a montré son très haut niveau technique. En revanche, elle souffre d'un manque de bras. Il faut plus de monde pour peser plus lourd. Plusieurs pistes sont explorées pour renforcer les effectifs, notamment le développement de la réserve et du service militaire volontaire. Diane Schlinger, Maya Larguette et Loïc Lemoigne nous donnent les objectifs pour les années qui viennent. L'armée doit recruter. Au plus vite, c'est la volonté du président. Alors en ce 14 juillet, branle-bas de combat. Voilà, on s'entraîne avec ça et on se prend des coups de ça.
Vitrine installée en plein cœur de Paris. En première ligne, des réservistes. Certains engagés depuis des années, d'autres convaincus par les conflits récents. Je préfère être engagé avec les risques que ça comporte plutôt que de rester un petit peu spectateur sans pouvoir agir. Tous désireux de partager leur passion et de faire des émules. Un nouveau quotidien qui se présente à nous en parallèle de notre vie. Donc oui, il y a quelque chose d'extraordinaire. 5 mois immergés sur un bateau dans un quotidien opérationnel, c'était hors du commun. Il faut se rendre disponible, mais en même temps c'est extrêmement gratifiant puisqu'on est mis en situation, on vous confie des responsabilités, on vous confie un commandement, on vous confie du matériel. C'est sur la réserve qu'Emmanuel Macron veut concentrer les efforts. L'objectif, passer de 44 927 réservistes à 105 000 en 2035, soit plus du double. Et pour ça, il est indispensable de cibler notamment la jeunesse, selon le chef d'état-major de la Marine. Est-ce que vous les embauchez là ? C'est bon, on fait une campagne de recrutement là. C'est fondamental que la jeunesse ait conscience des dangers du monde, que la jeunesse ait conscience de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, c'est absolument essentiel. Justement, pour les jeunes, un service militaire volontaire, rénové, pourrait voir le jour. 1 ou 2 ans dans l'armée, cet étudiant est prêt à se lancer. Dès que j'aurai fini mes études, oui, ce serait quelque chose qui m'intéresserait, notamment pour le côté disciplinaire. Mes parents, ce qu'ils m'ont raconté quand ils ont fait le service militaire, c'est qu'ils ont pu passer leur permis. Après, je sais qu'il y a pas mal de leurs amis qui ont continué dans l'armée. Ce recrutement massif ne peut fonctionner qu'à une condition, selon ce général à la retraite. Il va falloir donc évidemment augmenter de manière sérieuse les rémunérations de nos réservistes ou de nos volontaires service long. Les contours de ce nouveau service militaire volontaire devraient être dévoilés d'ici la fin de l'automne. Et on l'a vu tout à l'heure, pour renforcer l'armée, Emmanuel Macron a annoncé hier quelques crédits supplémentaires. Ça ne va pas faciliter la tâche de François Bayrou qui, de son côté, lui cherche à faire des économies, 40 milliards d'euros précisément, et il donnera demain ses arbitrages. Parmi les pistes, la suppression d'un jour férié. Oui, mais lequel ? Maëva Damois et Margot Julia vous ont demandé votre avis. Le calendrier est-il dans le viseur de l'État ? Faire une croix sur un ou plusieurs jours fériés pour faire des économies et boucler le budget. Un jour de plus travaillé mais non rémunéré. À Lacanau cet après-midi, employeurs et salariés ne sont pas tous du même avis. Je trouve que c'est une aberration. Donc les salariés vont perdre un jour de congé et nous, en tant que commerçants, on va perdre potentiellement un jour où on peut travailler. Si c'est utile, si ça peut servir, oui, je serais d'accord, bien sûr. Je pense que c'est important de garder les jours fériés qui ont été acquis et pour lesquels certaines personnes se sont battues pour les obtenir. Revenir sur un jour férié, une idée déjà appliquée depuis 2004 avec le lundi de Pentecôte. Il sert à financer l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et aurait rapporté près de 3,5 milliards d'euros cette année. Cette nouvelle mesure pourrait se faire sur le même modèle. Les salariés vont travailler un jour de plus sans être payés plus. Et donc ça peut faire plus potentiellement d'activité pour les entreprises sans plus de rémunération. Donc il y a un gain pour les entreprises. Et ce gain pour les entreprises pourrait être prélevé par une hausse de cotisation que l'État pourrait récupérer. La France compte aujourd'hui 11 jours fériés, alors sur lequel pourrait porter le choix de l'État. Selon la date, les recettes pourraient varier. Pourquoi pas le 15 août en plein congé d'été ? Ou alors en mai, alors que les ponts s'enchaînent et que les entreprises tournent au ralenti. Des économies réalisées au détriment des salariés selon les syndicats. Ils appellent l'État à changer de cible. C'est une fausse bonne réponse puisque ça a des conséquences catastrophiques sur la majorité de la population et jamais on prend sur les 200 milliards d'aides publiques aux entreprises privées ni sur les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus fortunés. Les premiers arbitrages sur le budget 2026 doivent être dévoilés demain par François Bayrou. Et nous vous les donnons évidemment dans ce journal. Attention aux feux de moisson. Ils se multiplient ces derniers temps à cause de la sécheresse. On en a vu ce week-end, notamment en Bretagne et dans l'Est. Les incendies se déclenchent pendant la récolte. Vous allez voir comment, avec cette expérience traumatisante qu'ont vécu des agriculteurs près de Toulouse, Marie-Candice Delouvrier et David Brest les ont rencontrés. Une moissonneuse-batteuse en flammes alors qu'il fait encore 38 degrés ce soir-là en Haute-Garonne. Le conducteur de l'engin a juste eu le temps de sauter de sa machine qu'il filme ici au démarrage de l'incendie, après l'avoir éloigné des habitations. Chaleur extrême et moisson ne font pas bon ménage. Partout en France ces dernières semaines, les incendies se sont multipliés dans les champs. Mais ça se propage, là.
Une simple étincelle et c'est la catastrophe. Autour de la carcasse calcinée de la moissonneuse-batteuse, nous retrouvons près de Toulouse la famille d'agriculteurs qui venait d'en faire l'acquisition. Derrière la cabine, méconnaissable, une partie de la récolte est encore là. Un choc pour René Ladger, qui n'a jamais connu un tel incendie pendant les moissons. Non, ça a été dur pour moi. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui aurait dû arriver, quoi. C'est votre outil de travail. La Haute-Garonne enregistre déjà 30 feux de récolte cette année. C'est 5 fois plus que l'an passé. Le dernier en date sur cette parcelle de 9 hectares de blé bio. Tout est allé très vite. 15 000 € de pertes pour l'exploitant, bien impuissant face aux flammes. Vous aviez une citerne? Vous aviez une réserve d'eau? Non, on n'est pas équipé. Citerne à la maison, oui, mais après pour porter de l'eau au champ, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. C'est pourtant l'une des solutions recommandées par les pompiers du secteur. Mais tous les agriculteurs ne peuvent pas déplacer des citernes près de leur champ. Non, oui, on comprend la difficulté de mise en place, mais ce sont des préconisations qui peuvent être bénéfiques sur ces départs de feu, quoi. À défaut de citernes, d'autres solutions existent. Cette moissonneuse en pleine action peut très vite provoquer une étincelle en coupant le blé à l'avant ou en le broyant à l'arrière. Pour limiter les risques, une autre machine travaille en parallèle sur les parties déjà moissonnées pour enfouir avec ses disques les restes de paille qui pourraient s'enflammer. Si on n'a pas cet outil-là ou autre chose, mais quelque chose qui peut arrêter le feu s'il y a un feu, eh bien on peut tout perdre. Alors qu'avec ça, pas très loin, on peut tout sauver. La machine permet de mélanger la paille à la terre sur plusieurs centimètres en créant un coupe-feu. Ça c'est un préventif, mais s'il y avait le feu dans le champ, on pourrait passer plusieurs passages au même endroit jusqu'à arriver à une terre marron, plus de paille, et là le feu il passe plus, quoi. Le céréalier utilise aussi un souffleur 3 fois par jour si nécessaire pour éviter l'accumulation de poussière dans sa machine. Autant d'investissements qui ont un coût, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur cette exploitation pour préserver ses récoltes des feux plus fréquents avec le changement climatique. Et à propos de risque d'incendie, notez que 10 départements sont placés en orange pour un risque élevé de feux de forêt. La plupart sont dans l'ouest, mais aussi dans le sud-est, notamment les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Autre conséquence de la chaleur, la multiplication des baignades sauvages. Difficile de résister quand le thermomètre s'envole. Pourtant, attention, plusieurs noyades se sont déjà produites cet été. Il y a aussi le risque des bateaux ou des objets cachés dans l'eau. Mais ça n'arrête pas ces jeunes gens que Julien Dubois et Anaël Forveille ont rencontrés dans le Nord. Sauter d'un pont, puis nager dans un canal trouble où des bateaux imposants naviguent régulièrement. C'est interdit, mais quand la chaleur devient intense ici près de l'île, ces adolescents n'hésitent pas à plonger dans la Deule pour se rafraîchir. Je suis pas là squatter, je viens juste des fois, quand il fait trop chaud. Les plages, elles sont loin, elles sont à Dunkerque et tout. Même si là, c'est sale, il y a des ponts pour sauter et tout. À la Deule, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser, faire des saltos et tout. Certains se disent conscients des dangers. On connaît exactement les endroits où sauter. C'est quoi les dangers pour toi? On peut prendre des barres en fer dans l'eau ou des trucs comme ça. Des baignades sauvages dans des cours d'eau à risque, comme autour de ce lac et ses couleurs bleu turquoise. Une ancienne carrière fermée de juin à septembre. La gendarmerie y patrouille régulièrement. Bonjour. Pour faire respecter l'interdiction d'accès. Vous n'avez pas le droit d'être là, c'est une réserve naturelle. D'accord, monsieur. Ce groupe d'amis venus se rafraîchir doit quitter les lieux à contre-cœur. C'est chaud, j'ai pas de sous. On va faire comment si on n'a pas de sous? On peut pas aller à la piscine, on peut pas aller en Espagne. C'est le seul endroit proche d'ici, de chez moi, quoi. C'est pour ça que je viens ici. Au lac, dans les rivières ou sur un canal, les dangers des baignades sauvages sont nombreux. Les bateaux, les objets qui sont immergés, la faible profondeur d'eau. Effectivement, sur un grand canal, c'est 3,50 m, mais sur des petits canaux comme celui qui est derrière moi, on a moins de 2 mètres d'eau. La gendarmerie sanctionne les baignades interdites par une amende de 11 €. Mais le but est aussi de prévenir de graves accidents. Au-delà de faire respecter la loi et respecter l'arrêté qui a été pris, le premier risque auquel se confrontent les individus qui se baignent dans le lac, c'est évidemment la noyade. Un risque accentué avec les fortes chaleurs. Selon une étude, les noyades ont augmenté de 58% entre début juin et début juillet par rapport à la même période l'an dernier.
La mobilisation des forces de l'ordre ce soir pour les festivités du 14 juillet. La nuit dernière, déjà, plus de 300 personnes ont été placées en garde à vue dans tout le pays, notamment pour des tirs de mortier. Et à propos d'insécurité, le paradoxe des chiffres sur la délinquance des mineurs, parce que le nombre de jeunes poursuivis a baissé, moins 25% en 10 ans. En revanche, les actes commis sont de plus en plus violents. Certaines villes lancent des initiatives aux côtés de la police pour tenter d'enrayer le phénomène. Pour quel résultat? Regardez l'exemple de Carpentras avec Charlotte Gillard et Chloé Cormery. Sillonner les rues de Carpentras à la nuit tombée, à la recherche de jeunes de moins de 16 ans. Après le virage, au niveau de la voiture, on arrive à la cité. Depuis avril dernier, ces policiers municipaux font respecter un couvre-feu de 23h à 6h du matin. Sur le terrain central, vous avez le point de choufle. Les choufs, ces guetteurs payés par les trafiquants de drogue pour donner l'alerte. Ils sont souvent recrutés mineurs pour échapper aux poursuites pénales. Après quelques minutes de ronde, ils repèrent ces deux adolescents non accompagnés. Ils disent avoir 16 et 17 ans et aucun papier sur eux. Tu as fait moyen de nous faire vérifier ton identité? Non, mes deux téléphones sont éteints. Là, il est éteint. Là, il est éteint. Après une fouille, ils sont embarqués au commissariat pour des vérifications. Mes parents m'ont installé une fête, mais parce que c'est la fin des cours. On ne savait pas qu'il y avait une cours à 23h30. Je voulais juste de la prendre. Je savais pas. Ça vous inquiète? Franchement, non. Moi, j'ai rien de dangereux, j'ai rien à me reprocher. Tous deux risquent une amende de 150 €. On fait la levée de doute et s'il a moins de 16 ans, il sera verbalisé. Là, quoi qu'il arrive, on va aviser ses parents. Voilà. La procédure est la même, qu'il s'agisse de trafic de stupéfiants ou d'un simple rassemblement entre copains. Selon ces policiers, grâce au couvre-feu, les interpellations se font de plus en plus rares depuis 3 mois. Ça écarte les jeunes et ça les protège, je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un mineur, pour moi, il devrait être avec ses parents. Voilà. Et ça évite justement de tomber après dans l'engrenage de la délinquance. Selon la municipalité, le couvre-feu met autant la pression sur les jeunes oui, y a pas de souci. Vous êtes la mère d'eux? D'accord. Que sur leurs parents. Vous savez qu'il y a le couvre-feu maintenant à Carpentras? C'est la première fois que je viens le récupérer au commissariat, donc quand on a le commissariat qui nous appelle en disant de venir chercher votre fils, on a un peu peur. Les jeunes ont bien 16 ans révolus. Pas de sanctions, mais ils quittent le commissariat, le visage fermé, aux côtés de leurs mères respectives. Carpentras ne cesse de renforcer son arsenal pour lutter contre la délinquance des mineurs. Depuis 8 mois, les auteurs de petits délits ou absentéistes scolaires sont convoqués à des séances de rappel à l'ordre en mairie. Monsieur, vous avez 31 demi-journées d'absence scolaire, dont 23 non justifiées. Dans la salle du conseil, une fois par mois, ces entretiens ont lieu dans le cadre d'une convention avec le tribunal de Carpentras et de l'éducation nationale. Face aux élus et aux chefs de la police municipale ce jour-là, un adolescent de 15 ans et ses parents. Les absences injustifiées s'accumulent au collège. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne fréquentez pas l'école? C'est des options. Pardon? C'est des options. Moi, je n'y arrive pas. Et ça m'intéresse pas. C'est pas des cours, en fait. C'est des options. 31 demi-journées d'options. Ouais, depuis le... C'est énorme. En cas de récidive, la procureure de la République peut décider de saisir les services sociaux. Cette convocation est une dernière chance. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette séance de rappel à l'ordre? Je pense que là, j'ai un peu compris. Parce que ça me fait bizarre de me mettre en face du maire et du coup, maintenant, j'ai compris, je pense. Tu trouves que ça a plus de force que ce que peuvent te dire tes parents à la maison ou tes professeurs en classe? Ouais. Pour les parents parfois démunis, c'est à la fois un électrochoc et un relais bienvenu. Moi, je cherche pas d'excuses. Moi, j'ai eu de gros problèmes de santé depuis la rentrée de septembre. J'ai été absente longtemps à l'hôpital. Le papa, il a fait ce qu'il a pu. Mais bon, on a essayé de reprendre les choses en main. Mais il y a eu des moments où ça nous filait entre les doigts. Depuis novembre 2024, 14 dossiers ont été traités. Dans un cas seulement, un signalement a été fait à l'aide sociale à l'enfance. Rappel à l'ordre, couvre-feu, la municipalité assume cette politique répressive. Car depuis 5 ans, Carpentras connaît une série de dégradations commises par des mineurs,
comme cette salle de spectacle, partie en fumée en pleine nuit de juillet 2022. Ou encore ce stade municipal où un incendie a emporté des équipements sportifs et de la végétation il y a quelques semaines. La haie de cyprès qui a été brûlée à 70%, hein, puisque vous voyez, elle arrive jusqu'ici. Le feu aurait été allumé en pleine journée par des mineurs, comme semble l'attester la vidéosurveillance. Le couvre-feu ne règle pas tout, concède l'élu, mais il ne peut rester les bras croisés face au coût des dégâts. Depuis 2020, si je mets tout bout à bout, on doit arriver à 16 ou 17 millions. C'est beaucoup pour un budget comme le vôtre. Ah ben c'est énorme. Nous, c'est une petite ville de 30 000 habitants, quoi. Allez, c'est les 3/4 du budget, là. Plusieurs villes ont aussi choisi d'appliquer ces dispositifs pour tenter de faire reculer la délinquance des mineurs. À Carpentras, le couvre-feu restera en vigueur jusqu'en octobre. À l'étranger, Donald Trump hausse le ton sur l'Ukraine. Il donne 50 jours à Vladimir Poutine pour conclure un accord de paix sous peine de droits de douane à 100% imposés à la Russie. Il annonce aussi un réarmement de l'armée ukrainienne avec notamment des systèmes de défense aérienne patriotes. Il y a du monde sur les routes ce soir. Après le week-end prolongé du 14 juillet, la journée est classée orange dans le sens des retours sur une bonne partie du pays. Des bouchons, il y en a aussi dans les garages. Les Français font réviser leurs voitures avant les grands départs. David Bohéry, Xavier Roman et Nordine Tar ont eu bien du mal à trouver un créneau. C'est l'embouteillage dans ce garage familial, en banlieue parisienne. Juste avant les départs en vacances, les réparations s'enchaînent, près de 10 heures par jour. Contrôle des niveaux, pression des pneus, etc. En temps normal, ce garage prend en charge 15 véhicules par jour, mais en juillet, c'est une vingtaine. Fanny sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une révision d'été indispensable pour de nombreux automobilistes. Pour partir l'esprit tranquille, sans prendre de risques. Et je la fais réviser, oui, avant de partir. Moi, je sais pas faire. Pour être assuré, pour avoir tous les freins, les gaz, tout, et puis on sera à l'aise, quoi. Quelques petits réglages à faire, de voyants qui s'allument, des choses pas graves, hein, le tour ouvrant, peut-être les sièges arrière, la ceinture qui bip alors qu'il n'y a pas d'enfant derrière. Ici, la facture moyenne dépasse les 400 €, car en plus des pneus, souvent à changer, les climatisations montrent cette année quelques signes de fatigue. En ce moment, avec la canicule, oui, tout le monde a des problèmes de clim, ouais, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est une intervention que normalement on fait tous les 2 ans. Le patron l'assure, malgré la très forte demande, pas question pour lui de faire grimper les prix. Il doit surtout surveiller de près ses stocks de pièces détachées. Si la personne part dans 2 jours, si vous lui dites que la pièce vous l'avez dans 4 jours, ça peut poser problème. Donc en amont, on essaie de s'approvisionner le maximum de pièces détachées et bien sûr d'organiser l'atelier qu'on soit prêt. Et pour décrocher un précieux rendez-vous, comptez aujourd'hui entre 2 et 3 semaines d'attente. Et maintenant que la voiture est révisée, on peut partir en voyage. Pas très loin de la France, à Bruges, en Belgique, surnommée la Venise du Nord. Elle est envahie par les touristes et la mairie multiplie les initiatives pour réduire les visites, surtout de ceux qui viennent sans rien dépenser. Valérie Estruc et Dmitri Roussanov ont rencontré des habitants excédés. Un célèbre beffroi, une cité flamande que le monde entier vient visiter. Bruges reçoit chaque année 8 millions de touristes pour moins de 120 000 habitants. Au beau jour, une foule compacte, des bateaux qui se croisent et se recroisent, des habitants excédés. Il y en a beaucoup trop, c'est bondé. J'en ai marre des touristes. Et pour en finir avec le surtourisme, la ville interdit d'abord tout nouvel hôtel ou location saisonnière. Ici, il y a une caméra à l'entrée et un code. Cette agente municipale fait la chasse aux particuliers qui louent un logement sans permis. Cadenas, poubelle, elle sait repérer tous les signes suspects. Il n'y a aucun signe à l'extérieur, mais quand on regarde par la fenêtre, on voit un lit avec des serviettes de bain et des petits savons sur chaque serviette. Ce n'est pas normal pour un logement ordinaire. Mais le plus gros flux vient des bus et des bateaux qui déversent des visiteurs pour seulement quelques heures. Le temps de faire des photos, acheter des chocolats et manger une spécialité belge. Il n'y a plus rien dans la coffre. Le port de Zeebrugge, tout proche, n'autorise plus désormais que 2 bateaux par jour au lieu de 5. Mais la ville a d'autres mesures en tête. À la différence de Venise qui fait payer l'entrée des visiteurs journaliers, Bruges prévoit de taxer les bus et les bateaux de croisière
ce qui contribue le plus au tourisme de masse. Objectif, décourager les vacanciers qui ne rapportent rien à la ville. Certains jettent beaucoup de déchets, ils ne vont pas dans les hôtels, ne vont pas au restaurant, ne font pas de shopping non plus, et ensuite ils s'en vont. Et pour que le centre-ville de Bruges ne soit pas réservé qu'aux touristes, la mairie a ouvert aux étudiants des salles de travail dans les églises et les principaux monuments. Ce n'est pas un musée à ciel ouvert, c'est une ville authentique, il y a de vrais habitants qui y vivent. Noémie apprécie d'étudier au cœur de Bruges. C'est au milieu du centre, donc il y a les magasins, l'école est tout près, on peut faire tout à pied en fait. Et pour les hôtels, Très beau. consigne est passée de refuser les séjours d'une seule nuit. Vous êtes sur le premier rempart de la vieille ville. Cet établissement propose des cours de yoga, des visites gratuites de Bruges secret et des tarifs réduits pour ceux qui restent plus de 3 jours. Ça vous donne le temps de visiter au lieu d'arriver avec vos valises, de les jeter, courir pendant 2 heures dans la ville et d'aller visiter une autre ville. 4-5 jours, c'est bien. 4-5 jours, c'est bien. Le petit break. Encourager les touristes à rester plus longtemps et rendre la cité aux habitants. Connaissez-vous un groupe de musique qui s'appelle les Velvet Sundown? Écoutez un peu ce que ça donne, on va entendre quelques petites notes. Voilà, c'est un groupe qui fait un malheur sur les plateformes avec ce genre de musique, des millions d'écoutes, c'est un rock un petit peu 70s. Mais si vous voulez un jour les voir en concert, eh bien, ce sera compliqué parce que ce groupe, figurez-vous, n'est pas composé d'humains. Il s'agit d'une intelligence artificielle, un phénomène que nous présentent Éric Cornet et Mathias Barrois. Des inspirations vaguement 70s, un look au diapason. Voici Velvet Sundown, le carton musical du moment. Plus d'1 million d'écoutes en un mois sur la plateforme Spotify notamment. Pour un groupe surgi de nulle part. Petit test d'écoute dans la rue. Monsieur a une très belle voix. C'est pas mal, c'est bien. C'est étonnant parce que c'est à la fois un peu ancien et en même temps un peu, je trouve que c'est assez neuf comme son. C'est une musique qui m'est très familière et que je pourrais écouter sans souci. Ça correspond à ce que j'aime. Mais derrière ces visages un peu trop lisses se cache une intelligence artificielle. Les auteurs du projet ont fini par l'admettre après avoir un temps entretenu le flou. Ouais, bah, du coup j'aime moins. C'est bluffant. Si c'est l'intelligence artificielle, c'est bluffant. C'est vrai que c'est très bien fait. Tout ce qui est humain risque un peu de disparaître avec ça et je trouve ça assez dangereux. La musique n'échappe donc pas à la révolution IA. N'importe qui peut désormais générer un morceau en quelques clics. Mais le cas Velvet Sundown est révélateur d'une pratique qui inquiète l'industrie musicale. Jetons un œil sur cette playlist suivie par 630 000 personnes. On y trouve quelques morceaux de groupes phares, comme les Rolling Stones par exemple. Et plus surprenant, la totalité des titres de notre groupe fictif. Bien sûr que si vous glissez ça dans des playlists entre les Doors, les Who, les Stones, les Zeppelin, bien sûr que ça va faire de l'écoute. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la plateforme qui s'en occupe. Il faut que quelqu'un torde un peu le bras des algorithmes. C'est un faux groupe qui va fabriquer du vrai argent pour des faux producteurs qui sont une plateforme. Voilà. Chez Spotify, on dément tout bénéfice financier sur les musiques créées par l'intelligence artificielle. D'autres plateformes comme Deezer ont pris les devants face à ces dangers en créant un outil capable de repérer les contenus générés par l'IA. Ainsi, les clients savent à quoi s'en tenir. Donc là, ce qu'on peut voir, si vous approchez, c'est l'album de The Velvet Sundown qui s'appelle Dust and Silence. Et donc, on a une petite note informative. Contenu généré par IA. On sait que 100% de ces chansons ont été générées complètement à l'aide de l'IA. Sur Deezer, près d'un nouveau morceau sur 5 est l'œuvre d'une IA. Soit 180 000 titres par semaine, un chiffre en hausse constante. Quant à notre faux groupe, décidément très productif, il vient de sortir un nouvel album, le 3e, en 5 semaines seulement. Très impressionnant. En revanche, rassurez-vous, le concert que vous allez voir ce soir sur France 2, il est bien réalisé par des musiciens de chair et de sang. Ça n'est pas Stéphane Bern, dont l'intelligence n'a rien d'artificiel, qui dira le contraire. Il est avec nous, Stéphane, depuis le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Bonsoir, dites-nous quel est le programme. Julien. Je suis en direct au pied de la Tour Eiffel depuis le Champ de Mars.
où des dizaines de milliers de spectateurs venus en famille ou entre amis et de nombreux touristes s'apprêtent à assister au concert de Paris. Alors après une édition olympique sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, nous sommes ravis de retrouver ce cadre extraordinaire, symbole emblématique de la France. Ce sera vraiment une soirée exceptionnelle en compagnie des plus grands talents français et internationaux de l'opéra et de la musique classique pour un concert unique au monde. Imaginez qu'il va être retransmis en direct dans 70 pays sur tous les continents et devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Alors n'oubliez pas, rendez-vous à 21h10 pour le concert de Paris qui sera bien sûr suivi du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet tiré depuis la Tour Eiffel. Un spectacle pyrotechnique à couper le souffle avec du jamais vu en France et en Europe. Un ballet de 1000 drones dont la poésie illuminera le ciel de notre capitale. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup Stéphane et bravo pour les chaussures. On vous retrouve donc tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller faire un peu de musculation. Les salles de sport, vous l'avez sûrement vu, fleurissent un peu partout. En ville, bien sûr, mais aussi à la campagne. Et vous allez voir, grâce à une équipe d'envoyés spéciaux, comment l'un de ces établissements a changé la vie des habitants d'un village des Hauts-de-France. Lila Bellili et Raphaël Durosel sont allés soulever de la fonte. C'est une idée un peu folle qui a germé au milieu des champs, dans les Hauts-de-France, dans la tête d'un enfant du pays, passionné de musculation. J'ai longtemps vécu à la campagne et je trouvais qu'il y avait un manque d'infrastructures sportives accessibles. Donc du coup, c'est devenu pour moi une évidence de m'installer, de trouver un club à la campagne. Il y a 1 an et demi, Cédric Boutor a ouvert son club de sport ici, dans la zone commerciale d'Ailly-sur-Noye, 2700 âmes. Aujourd'hui, il est l'homme qui fait suer la campagne et change la vie des habitants, de 16 à 77 ans. Ça va Maurice? Ouais. Donc tes vacances, ça s'est bien passé du coup? Très bien. Ouais, t'as eu du soleil? Ouais. Il y avait du monde sur les plages? Non. La plupart n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de sport. Moi, c'est Sylvie, j'ai 48 ans et je suis inscrite à la salle de sport depuis un petit peu plus d'1 an. Mère au foyer, dans un village isolé des environs. Ici, Sylvie s'est fait de nouvelles copines. Futur retraité. Vous venez pour le sport ou pour discuter La langue, c'est un muscle, il me semble. C'est important, la langue. C'est pour qu'on soit chacun dans notre coin et puis on se regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Fait du vélo, moi je vais faire autre chose. Celui qui perd plus de calories, c'est pas la peine. La salle, c'est bien plus qu'une histoire de muscles. Un remède à l'isolement et la sédentarité. Surtout dans cette région, l'une des plus touchées par l'obésité. Avant, en fait, je faisais plus rien. Parce que j'ai pris 30 kilos en 2 ans et demi. Et je me voyais dépérir sur la balance et dans le miroir. Sylvie souffre d'une maladie de la thyroïde. À son inscription, elle pesait 84 kilos pour 1,58 m. Après 1 an, 4 séances par semaine et une alimentation équilibrée, elle a déjà perdu 10 kilos. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir au fur et à mesure le poids qu'on rajoute. Et c'est une revanche sur le poids, sur la maladie. J'ai la rage. Cette nouvelle passion l'a également rapprochée de ses 2 enfants, Marie et Samuel. Non, pas du tout. Lui aussi transfiguré par la salle. En fait, avant, j'étais tout fin, je remplissais pas mes habits et je me plaisais pas dans mon corps. Le voici il y a 2 ans. Et aujourd'hui, avec 12 kilos de muscles en plus. Avant, on se voyait pas bien et maintenant, on est plus à l'aise. Ça donne de la confiance. On essaye de faire les poses qu'on voit sur les réseaux, vous voyez. La salle, c'est peut-être le dernier endroit où le Benjamin côtoie le vétéran. Je m'appelle Maurice Rocroix, j'ai 77 ans et je pratique la musculation depuis 1 an et demi. J'aime bien quand il y a une petite résistance comme ça, en faire, quoi. Vous vous sentez quoi?
Ouais. Bah, ça permet de rester aussi... C'est bien, hein, on tient la forme. Hein. Ah, c'est mieux que de rester dans son divan. Hein. Ce qui l'anime, c'est de repousser la vieillesse. Mais on voit quand même la morphologie qui a un peu changé quand même. Hein. Depuis 1 an et demi, c'est plus pareil. Hein. C'est différent comment? J'ai gonflé un petit peu, j'ai pris du muscle, tout ça. Je suis bien, impeccable. Dans ce club, une vingtaine d'adhérents à plus de 65 ans. Ça va, camarade? Comment va? Ça va. Bon, allez. Bon, t'as fait perdre combien, là, un quart d'heure? Ben non, après j'ai un cours. Ah oui, c'est vrai qu'il va dans... Elle va danser après. Elle va danser, ouais. Elle n'arrête pas non plus. Hein. Bah il faut, s'entretenir. C'est bien connu. La salle de sport est un lieu de rencontre. Ça tombe bien. Maurice est un cœur à prendre. Maurice, vous draguez à la salle? Non, c'est une copine de longue date. C'est une championne de judo. Attention, hein. C'est pour ça que je me méfie. Est-ce que c'est un moment que vous attendez avec impatience de venir à la salle? Oui. Là, quand j'ai fini à 6h30, 7h, prendre ma douche, je rentre à la maison, et ben, j'ai déjà dans ma tête le lendemain par quoi je vais commencer. Est-ce que vous êtes accro? Oui, je suis accro. Au revoir Maurice, bonne soirée, à demain. Bon courage. Vivement demain. Maurice vient tous les jours. Ex-ouvrier dans l'automobile, il vit à 15 km du club, dans un petit village de 400 habitants. Est-ce que ça vous a changé la vie que la salle elle ouvre à quelques kilomètres de chez vous? Oui, mais bon, ça me permet de sortir. Hein. Puis j'ai un petit but. Hein. Le matin, je peux pas commencer ma journée sans faire mon footing. Et ben l'après-midi, je peux pas faire mon après-midi sans aller à la salle. Maurice est à la retraite depuis plus de 15 ans. Après chaque séance de sport, le vétéran de la salle a son petit rituel, bien à lui. Ça, c'est de la poudre de protéines. Hein? Et tous les soirs, en revenant de la muscu, après la muscu, quoi, ben, j'ai ma petite dose. Ça permet de reposer un peu la matière. Ça, c'est mon premier réconfort. Et c'est quoi le deuxième réconfort? Vous allez le faire après. Après, c'est l'apéro, après. Oh, ben, on va pas se serrer, hein, quand même. Hein. Un whisky à consommer avec modération. Et Johnny, jusqu'à plus soif. Là, j'ai mon vélo elliptique. Là, j'ai mon vélo d'appartement. Et là, on meurt. Quand j'ai ma petite fille, je peux pas sortir, je peux pas aller faire mon footing, je peux pas la laisser toute seule. Je m'escrime là-dessus, quoi, en attendant. Mais les enfants et petits-enfants viennent de moins en moins souvent. Et surtout, il y a ce grand vide, laissé par la mort de son épouse Marie-France, il y a 12 ans. Elle est ici, elle est là, elle est là, elle est là, là, là. Bah, un peu partout. Tous des souvenirs, tout ça. Et quand on pense à tout ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est les beaux moments qu'on a passés. Les vacances. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, les petits-enfants, les enfants, tout ça, bon. Et maintenant, la salle de sport. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais pas rester dans mon divan, dans mon fauteuil, regarder la télé comme les petits vieux. Non, faut que je sorte. Faut
faut que je m'extériorise, il faut bouger. C'est la mort, hein. Si vous restez dans le fauteuil devant la télé, c'est pas la peine. Hein. Maurice est l'un des plus anciens membres du club. Mais à Ailly-sur-Noix, la musculation fait de nouveaux adeptes tous les jours. Et là où on s'y attend le moins, même le prêtre s'y est mis. Par le Christ notre Seigneur, la prière n'est pas incompatible avec le sport. Ah, la prière, c'est le sport spirituel. Et le sport dans la salle, c'est le sport physique. Il faut soigner notre santé. À l'origine, le prêtre André portait juste la bonne parole. Je vais vite. Ah oui. Pas les haltères. Mais il s'est laissé convertir. C'est le diacre qui m'a inspiré. Je voulais faire du sport, je ne savais pas. Alors, il m'a appris qu'il faisait du sport quelque part. J'ai dit, il faut me montrer. Et c'était la salle. Bonjour monsieur. Vous allez à la salle de musculation, vous aussi? Oui. Et vous faites quoi là-bas? La cardio, tapis roulant, c'est juste pour entretenir la forme. Ah, mais c'est fait. Salut des âmes le matin et culte du corps l'après-midi. Alors, ça va, Père André? Allez, Christian. Ça en étonne plus d'un. Pas Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Pourquoi ils l'ont oublié? Vous saviez, madame, que le prêtre était inscrit à la salle de sport, là-bas, à Ailly-sur-Noix? Non, c'est vrai? Ah oui, elle l'apprend aujourd'hui. Ah oui, mais moi j'en fais à la maison du sport. Bonjour à tous. Allô, Janine. Juste un petit détour au presbytère, en face de l'église. Le temps de troquer son aube pour sa tenue de sport. Ça change, hein? Ah oui, ça change. Quelqu'un nous attend, ce beau pays. À 59 ans, c'est son médecin qui l'a alerté. André devait se mettre au sport, notamment pour faire baisser son cholestérol. Je commence à avoir un corps... avoir un grand corps. J'ai grossi, j'ai plus de 100 kilos. Et vous avez envie de maigrir? Oh oui. Et parce qu'on sent la fatigue. On sent qu'on est plus souple. Viens vivant, Jésus-Christ. Tu es là, au cœur de nos vies. Au cœur de sa vie désormais, la salle de musculation. Bonjour. Ah, Cédric. Ça va, André? La vie est belle. Raphaël. Ça va bien? La vie est belle. Il y avait quelques temps que j'étais pas là. Ah ouais, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. T'es borné, Kidou? Ah oui. Ouais. C'est bien. Bonjour. Ouais, bonne séance, André. Merci. Le curé part en croisade. Bonjour. Contre les calories. Tu mets combien en inclinaison? Ah, je l'augmente. Commence à 1? Oui. Ok, parfait. T'as pas besoin de monter super haut, mais au moins tu mets 1% minimum. C'est parti. Bon, je te laisse travailler avec ça? Merci, Raphaël. T'en prie. Merci. L'été approche et beaucoup dans la salle courent après le sacro-saint Summer Body, ce corps parfait des magazines. Est-ce que vous connaissez le Summer Body? Summer Body, pas encore. Vous connaissez pas? Il y a beaucoup de gens, ils disent, ils veulent le corps de l'été. Le corps de l'été? Ouais. Ça, je sais pas. C'est pas ça que vous recherchez? Ah non, c'est pas que de l'été, c'est pour longtemps. C'est pour toute l'année, vous? Toute l'année, toute la vie. Voilà 7 mois qu'André court sur le tapis. Mais soulever des poids, il n'a encore jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui. Le curé veut des muscles. Avec l'aide de son ange gardien. Raphaël. Oui. Est-ce que tu peux me montrer Tu te montrer les exercices là? de muscu? Parfait, on y va. Pour avoir des pectoraux en béton, même le curé doit pousser. Il n'y a pas de miracle. Alors tu tends les bras. Tu inspires. Par ici. Hop, voilà, la pose de barre est bonne. Et tu souffles. Très bien. Inspire. Super. Garde cette vitesse, va pas trop vite. Va pas trop vite pour les premières.
Ouais, très bien. Pour la première, c'est très bien. Hein. Je l'ai fait. Vous êtes content? Ah oui, très content d'avoir pu le faire. Face aux habitués de la salle, André ne se démonte pas. Il garde la foi. Oh là. Pourquoi vous riez? Ah, parce que c'est vraiment, c'est beau. Ah oui, non mais il fait bien. Vous aimeriez bien avoir des muscles comme lui ou pas? C'est pas question de vouloir les avoir, je vais les avoir. Les débuts sont encore fébriles. Essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Pas trop, hein, mais un petit peu plus vite, essaie d'alterner. Mais le curé compte bien atteindre son corps de rêve. Voilà, inspire, descend. Il y en a un qui a déjà gagné son pari. Ça va Bruno? Ça va. Ouais. C'est Cédric, le patron. Ouais. Il avait investi 70 000 € d'apport personnel. Ici, c'est tout ce qui est musculation guidée. Et emprunté 350 000 € à la banque pour ouvrir sa salle en pleine campagne. Et il gagne de nouveaux clients tous les mois. Après, on a tous les classiques, les abdos fessiers, cuisses abdos fessiers, le step. Par rapport à notre business plan, donc il fallait qu'on atteigne 400 adhérents. Pour l'instant, moi, j'ai atteint les 580. Donc pour l'instant, mon seuil de rentabilité a été atteint. Et il a été atteint au bout de 8 mois. C'est très bien, dans le sens où on voit que financièrement, ça fonctionne. Voilà, et en termes d'investissement, voilà, c'est rentable. L'investissement a payé. Pour Sylvie aussi. Summer Body, je vais bien, tu sais quoi. Summer Body, j'ai passé l'été sans toi. Avec ses 2 enfants, elle célèbre aujourd'hui ses 10 kilos envolés. Pour la première fois depuis des années, elle s'offre une virée shopping. Ça, non? Tu vas prendre quoi comme... Tu vas acheter quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Déjà, je vais faire l'effort de rentrer dans la boutique. Parce que je voudrais savoir autre chose que les sacs à patates que j'ai dans l'armoire. Ça me plaît là-bas. Tu veux pas Même le pantalon là-bas, j'aime bien. Moi, j'aimais bien la robe rose comme ça avec le t-shirt. Non. C'est original, moi j'aime bien. Samuel aussi, il aimait bien, il a dit. Ah, C'est joli. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. ouais. Pourquoi? C'est dur. Je sais pas ce que ça va donner. C'est un gros effort que je fais là. Et j'ai peur que ça fasse comme avant, que je ressorte en pleurant. On va aller voir. Ouais. Bonjour. Bonjour. Son corps a changé. Pas encore le regard qu'elle porte sur elle-même. Ils ont vraiment de belles affaires quand même. Franchement, tu vas pas me faire mettre du blanc, t'es pas sérieuse. Pourquoi pas? Parce que le blanc, quand t'as du poids en trop, on ne voit que ça. Mais elle finit par se laisser tenter. Vous voulez essayer? Bah ouais. Oui. Non, le haut, j'adore. Non, mais bon, de toute façon, on va dire, mais ça va pas du tout. Pourquoi? Bah, c'est transparent. Là, on voit encore les... L'effet du sport sur l'estime de soi aujourd'hui n'est plus à prouver. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Ce n'est pas juste un vêtement que Sylvie vient de s'offrir. Je suis contente. C'est un nouveau regard sur elle-même. L'info, ça continue sur France Télévisions avec dans un instant le journal Météo-Climat de Sébastien Thomas, puis le concert du 14 juillet, suivi du feu d'artifice. Sur France Info, Canal 16, rendez-vous sur le terrain avec Loïc Delamornay. Demain à 6h30, Télématin avec Louise Écland et Jean-Baptiste Marteau. À 13h, Julien Benedetto. Je vous retrouverai moi à 20h. Bonne soirée. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.